Bonsoir. Bonsoir. Mais qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Que venez-vous faire chez nous? Vas-y, vas-y. C'est ta vidéo? C'est votre vidéo? Non mais présente-toi, présente-toi. Je me présente, Fred Chronique. Bah voilà, j'ai tout dit. Tu fais des chroniques de voilà, ciné sur... je fais des chroniques ciné entre autres sur ma chaîne YouTube. Tu me filerais une sèche, s'il te plaît, pardon. Et ces deux charmants jeunes hommes m'ont proposé de participer à une de leurs vidéos, en l'occurrence X-Men Apocalypse. Voilà. Et ça tombe bien parce que tu t'y connais mieux en BD que nous en fait. Bah alors je m'y connais oui en comics. Mieux c'est pas dur que nous finalement. Non, nous c'est zéro. Bah, moi je m'y connais surtout en Marvel. Alors Avengers, je suis un grand fan de Spider-Man. Mais alors X-Men c'est pas vraiment le sujet que je connais le mieux dans Marvel. Mais je connais suffisamment pour pouvoir avoir un petit avis assez critique sur le film. Très bien. Voilà. Donc ouais, X-Men Apocalypse. L'histoire en gros c'est... Il y a plusieurs millénaires en Égypte, il y avait cette espèce de dieu des mutants qui absorbait tous les pouvoirs des autres mutants et en fait c'était un dieu quoi le gars. Et puis la civilisation s'est rebellée et au moment où il se transférait dans un autre corps, ce grand méchant, ils l'ont emprisonné dans une pyramide et du coup voilà. Moi j'ai l'impression que c'était un mec, un mutant qui se promenait toujours avec ses 4 mecs, qui a fait plusieurs civilisations différentes et c'est juste en Égypte qu'il a été arrêté réellement en fait. Oui, ça peut être ça. En fait, ouais, moi c'est ce que j'ai compris, c'est qu'en fait le mec il fait un transfert d'âme, de conscience, de corps. Et à chaque fois qu'il transfère sa conscience dans le corps d'un autre mutant, il s'approprie ses pouvoirs. Le pouvoir. Voilà. Et il y a toujours les 4 cavaliers de l'Apocalypse qui l'accompagnent. Et donc il y a ça, et donc l'histoire se passe de nos jours, où t'as genre Magneto qui est, je vais dire Magneto, qui est avec sa petite famille et qui essaye de la jouer profil bras. Hein? Tu peux l'appeler Eric si tu veux, remarque. Ouais non, c'est Magnétoscope. C'est Magneto, c'est l'aura du personnage, c'est Magneto, tu peux pas tester. Donc il est en Pologne je crois, il fait sa petite famille. Charles Xavier dans son école, il y a Cyclope qui arrive parce qu'il a besoin d'être cadré. Et il y a Mystique qui s'occupe d'aller pécho du mutant, enfin de sauver du mutant. Ouais, à droite à gauche. C'est vrai que son rôle au début il est un petit peu flou. Elle débarque un peu de nulle part en fait. Ouais, tu te demandes comment elle vit, comment elle découvre les mutants, tout ça, et puis bam, elle arrive, elle en sauve 2-3 et puis elle se casse. Bah, ouais. En fait, genre il y a 2 mutants qui se foutent sur la gueule, donc Diablo et Angel. Et Angel, ouais. Angel, voilà. Ça va, c'est facile à retenir. Ouais. Et en gros, elle débarque, on est en Allemagne de l'Est, elle débarque de nulle part dans une sorte de rêve. Chez un charmant moustachu. Et elle sauve Diablo et pas Angel en fait. Voilà. Bah, en fait, le truc c'est qu'Angel, il a pris la poudre d'escampette. Voilà. D'ailleurs, Angel qui n'a rien à voir avec le personnage de la BD, parce que dans la BD, c'est un fils de riche, comme il était représenté dans le X-Men 3. Ouais. Et là, bah, je vais pas dire un junkie, mais limite quoi. Bah après, il peut très bien être fils de riche, parce que pour le coup, on sait pas. Hein. On dit jamais d'où il sort, d'où il vient, qu'est-ce qu'il fait. Bah, c'est vrai qu'en comparaison avec X-Men 3, t'as un gros problème quelque part quand même. moi justement, c'est ça que je trouve dommage. Je sais pas si on va vraiment approfondir le sujet maintenant, mais c'est le manque de profondeur de certains personnages. Ouais. Le manque de background qui ont pourtant des rôles assez importants dans l'histoire. Mais tu parles des personnages principaux ou des personnages secondaires, un peu comme Angel par exemple? Bah... plus les personnages secondaires. Oui, parce que les personnages principaux, ils ont été développés avec 2 films quand même. Ouais, c'est pas faux. C'est pas faux. Mais là, oui, je suis d'accord avec toi. Angel, il sort un peu de nulle part, on n'a pas son passé, etc. C'est vrai que c'est dommage. Bah, en même temps, il crève. Voilà. Non, il crève pas. Il crève à la fin? J'ai pas compris, moi. C'est Angel? Ouais. Ah bon, il crève? Ah oui, vu la gueule qu'il a, oui, c'est... Putain, j'ai pas suivi. Le mec, il s'est pris une pyramide dans la face. Ah putain. Voilà. J'ai dû cligner des yeux à ce moment-là. Tu t'endormais. Ah mais oui, c'est vrai, il se prend l'avion dans la tronche, oh putain. En fait, il est dans l'avion et puis... C'est pour ça, le problème de Tyrion, parce que dans X-Men 3, finalement, il vit à notre époque, enfin il naît à notre époque en tant qu'enfant, alors que là,
meurt dans les années 80. Adulte. Et justement, c'est le problème de timeline. Justement, là, ça prend vraiment la suite de Days of Future Past et de First Class. Ouais. J'ai l'impression que ça annule totalement les 3 premiers, alors que pour Days of Future Past, ils avaient fait un truc vachement bien, c'était que ça rejoignait un petit peu la continuité. Et là, c'est reparti dans tous les sens. Moi, ça me rappelle vachement Deadpool pour ça. Il apparaît dans X-Men Origins, il me semble. Je préfère oublier. X-Men Origins, ce film n'existe pas pour moi. Tellement pas que je l'ai même pas vu, tu vois. Ne le vois pas. C'est j'ai senti la merde. Wolverine Logan a une histoire tellement intéressante, tellement riche, et ils en ont fait de la merde. Et ils font intervenir justement Deadpool, mais c'est pas le truc avec les lasers et les deux sabres. En fait, Deadpool dans Wolverine Origins, c'est un mec, il a un petit peu comme Apocalypse, il a plein de pouvoirs de différents mutants, mais c'est mal fait. C'est-à-dire qu'il a des katanas qui sortent des. C'est juste un mec normal. Des bras, il a le laser optique de Cyclope, et surtout Deadpool dans le comics, c'est un personnage ultra bavard qui sort des calembours tout bas, et là, drôle, quoi. Il est muet. Il a cousu la bouche pour lui faire sa gueule en fait. Et tu as vu le film? Et c'est clairement ça au passage. Je crois que dans le film ils le disent clairement, t'as cousu la bouche. Mais ouais, c'est ça. Et justement, voilà, dans Deadpool, je sais pas si tu te rappelles, à un moment, il y a Colossus, il traîne Deadpool et il lui dit: oh, viens avec moi, on va t'emmener voir le professeur Xavier. Et t'as Deadpool, il dit. McAvoy ou. Ouais, voilà, McAvoy ou Stewart, parce qu'avec vos timelines, on s'y perd un petit peu. Et c'est trop ça. C'est ça. C'est trop ça. Mais après, moi, tu vois, ces problèmes de timeline, j'ai tendance à être indulgent avec. Parce que, comment dire, j'ai l'impression que la première trilogie de X-Men, c'est son truc à part entière, et là ils ont bâti une autre trilogie qui est son truc à part entière. C'est ça, ouais, ils ont un peu remis les cartes en jeu. Alors dans ma tête, effectivement, si tu essayes de trouver des liens entre les deux trilogies, t'es perdu, ça marche pas du tout, évidemment. C'est comme trouver un lien entre Majora's Mask et Ocarina of Time. Tu peux, mais ça te prend la tête, quoi. Ouais. Mais justement, moi je reste sur ma position, le lien il est fait dans Days of Future Past à la fin. Bah ouais, c'est ça c'est le problème, ils auraient pas fait cette scène de fin où Wolverine se retrouve l'Institut Xavier, tout ça, et Charles Xavier, oh vous nous aviez manqué. Il se serait arrêté au moment où Wolverine se fait embarquer par Stryker. Là le film c'était la continuité totale. S'ils font un autre film encore derrière celui-là, ils ont encore les moyens de coller les morceaux entre Days of Future Past et ce quatrième. Voilà, c'est ce que je me suis dit pendant la Donc tu sais quoi, et à mon avis, clairement le film il est très bon. À mon avis il y aura du succès parce que du coup on est mardi, on l'a vu en avant-première, on sait pas ce que ça va faire au box-office, mais... C'est un film de super-héros, ça va marcher. Bah ouais, surtout que c'est à peu près creux en ce moment, il n'y a pas trop de trucs à aller voir. Il y a Angry Birds, tu l'as vu Angry Birds? Non, alors j'ai vu la bande-annonce, je me suis dit mais comment on peut faire un film sur le jeu Angry Birds dans lequel il n'y a pas de scénario, le but c'est juste de balancer des poulets, et j'ai regardé votre vidéo sur le film et je me suis dit merde, ça a l'air bien. En fait c'est justement ce que tu dis, c'est-à-dire qu'ils sont partis de rien et justement c'est parce qu'il y avait tellement rien qu'ils ont tout battu derrière. Et c'est pour ça que... Ils ont pu se permettre de mettre une histoire assez simple quand même, tu vois, qui donne le truc, mais qui fait bien quand même. C'est ça. Ouais, je sais pas, moi quand j'avais vu la bande-annonce, je me suis dit, ouais bof, bientôt ils vont sortir un film sur Doodle Jump. Tu sais quoi, pourquoi pas. Non, j'espère pas, non, sans déconner. Mais franchement, s'ils font des trucs aussi bons que ça, alors, c'est YOLO, vas-y. C'est qu'à la limite, Angry Birds, il y a quand même, même dans le jeu, il y a quand même une sorte d'histoire limite. Tu vois, enfin, merci. Alors que Doodle Jump. Oui, non, c'est pour. C'est l'histoire d'une bestiole qui veut monter très haut. Qui veut aller plus haut, aller plus haut. Pardon, je viens de chanter du Teen Arena, excusez-moi. Donc, pour en revenir à X-Men, si on devait le comparer aux autres. Moi j'aurais tendance à dire que c'est juste le meilleur peut-être de tous même. Tu parles de l'ensemble, première trilogie et... Tout confondu. En termes de ressenti, je veux dire, je te parle même plus de timeline ou quoi que ce soit, en termes de ressenti, j'ai pris mon pied quoi. Ouais. Il y avait de l'action, il y avait de l'humour, énormément d'humour. Ça je pense qu'on va y revenir après. Un peu d'émotion. Une bonne mise en scène, pour moi c'était tout bon en fait. C'est le genre de blockbuster qui te prend pas vraiment pour un con. Et qui a une histoire et ça se suit. Enfin, j'ai pas vraiment de. Enfin, si j'ai des défauts, mais on en parlera plus tard. La catégorie de défauts, on y viendra après. Mais ouais, je sais pas ce que t'en penses du coup. Eh ben, moi je suis pas vraiment d'accord. Moi j'ai trouvé que, alors pour moi, dans les derniers X-Men, Days of Future Past il claque sa mère. Vraiment génial. Ouais.
Et First Class, enfin, je le situe au-dessus d'Apocalypse. Mais de First Class, tu veux dire? Non, First Class, au-dessus Ah d'accord, pardon. Parce que moi j'ai trouvé qu'il y avait des longueurs. Il y a des moments où je me suis dit, mais ils veulent en venir où? On nous parle de ça, après on vient là, et puis il y a Striker, Apocalypse, tout ça. Moi, à un moment, je me suis demandé où le film voulait m'emmener. On nous vend le truc, X-Men, Apocalypse. Je trouve quand même qu'Apocalypse, il est pas aussi présent que je l'imaginais. Et ouais, je trouve que c'était trop long. Trop long. Il y a des scènes qui traînent en longueur. Il y a d'autres scènes qui m'ont scotché, notamment la plupart des scènes avec Fassbender, qui reste exceptionnel. C'est un putain d'acteur. J'ai peur d'aller voir Assassin's Creed parce que voilà, mais je me dis, il y a peut-être moyen. Mais toutes les scènes avec Fassbender, surtout le début, la scène avec sa famille, c'est bon, j'avais les lunettes, mais limite il y avait limite une petite larmichette d'émotion là quand même. Gage Koumoun, un pauvre Magneto. Et là, toujours. Et quand il se passe ce qu'il se passe, là moi je me suis dit, oh il va être vilain, oh il va faire du sale. Pour celui-là il va être méchant. Et au final, il fait pas tant du sale que ça. Il est en deuil. Ouais, mais les étapes du deuil, la colère, tout ça. Moi, la colère, j'ai ressenti surtout durant cette scène avec sa famille. Mais par la suite, non, j'ai plus considéré comme un mec un peu faible suite aux événements et qui se laisse grossièrement manipuler par Apocalypse. Oui, mais c'est totalement ça. Ouais. Mais en fait, voilà, c'est le cas de Magneto, c'est le cas de tout le monde. Tornade. Est-ce qu'on en parle de Tornade, honnêtement? Au moins c'est pas les Berry. Parce que l'autre meuf qui se joint au truc, parce que bon elle se joint au truc, puis après bon elle se dit oh il est mort. Bon, mec, mais tu sais quoi, en fait c'est juste le même problème qu'il y a dans la plupart de ces films de super-héros qui veulent t'en jeter plein à la tronche avec tout plein de super-héros. Et en fait, même en 2h30, tu peux pas développer tous les personnages. T'as Civil War qui s'est pas trop mal démerdé, et encore. Ouais, Civil War, ils ont fait, je trouve qu'ils ont fait du bon boulot pour les nouveaux personnages. En l'occurrence, Black Panther et Spider-Man. Mais, enfin, je suis d'accord avec toi, c'était bon, mais c'était quand même très expédié. C'était genre une scène de développement et après pas faction. Ah bah oui. Mais du coup, enfin. Mais c'est vrai que comparé à X-Men, celui qu'on vient de voir là tout de suite, il y a quand même, les persos sont quand même un petit peu plus développés quoi, malgré tout, tu vois. Sur un certain point. Dans Civil War. Dans Civil War, oui, je suis même sans être développé, il reste quand même une sorte de minimum de personnalité qui fait que tu t'attaches quand même au truc. Mais alors tu vois, bizarrement, moi ça m'a pas dérangé. Alors que dans d'autres exemples, ça m'aurait vachement dérangé. Mais il y a des personnages principaux qui sont tellement forts et tellement construits déjà depuis les 2 derniers films que du coup, moi je me laisse plus emporter par les personnages principaux que par les nouveaux. Ouais, mais tu vois, genre regarde, tu prends par exemple Angel. Angel au départ, il se fout sur la gueule dans un ring avec des mecs. Tu le retrouves, il est beurré, il a ses ailes foutues en l'air. Enfin, tu vois, genre, il y a un petit truc quand même, tu pourrais faire quelque chose. Et finalement, qu'est-ce qui se passe? Il meurt dans un avion. Voilà, il a résumé le personnage. Et t'es là, tu te dis, c'est dommage un peu, parce que tu te dis qu'il pourrait avoir un background un peu à la Magneto, justement. Tu vois, un peu, il sait pas trop où il est, il sait pas trop ce qu'il fait, il se fait manipuler parce qu'il est pas trop. Mais ça, il faut un film entier pour dire ça. Et en fait, alors moi, le petit truc, c'est que cette scène dans laquelle Apocalypse vient chercher Angel, ça m'a vachement fait penser à la scène dans X-Men 2 quand Jean Grey et Tornade vont chercher Diablo. Quand il est dans une chapelle, il est caché en hauteur, tout ça, on voit pas trop, et puis il se déplace comme ça. Bah là, j'ai eu le même ressenti. On voit Angel qui se déplace de poutre en poutre, tout ça, et puis au final, voilà, il est récupéré par la team d'Apocalypse. C'est un personnage dans un RPG, quoi. Oui, non, mais surtout quand il est récupéré et qu'il se transforme en truc en métal, moi je voyais trop Power Ranger transformation ultime, tu vois. Genre. Alors avec les ailes en métal et tout. C'est très marrant que tu cites Power Rangers parce que moi, en voyant Apocalypse, je ne peux pas m'empêcher de penser à ça. Je me dis, putain, on est dans. C'est un méchant de Power Rangers, quoi. Je suis désolé, c'est un petit peu le fan de comics qui parle, mais est-ce que vous avez vu à quoi il ressemblait dans la BD? Non, jamais. Je te l'ai dit avant la séance, c'est un mauvais cosplay. C'est un mauvais cosplay. Il y a des mecs qui font des conventions, qui font des cosplays qui sont vachement plus crédibles, vachement plus ressemblants aux personnages de la BD que là. C'est. Et puis pareil, à un moment, il y a un transfert avec. Bon,
spoiler, avec il essaie de faire un transfert. On spoil la balle dans cette vidéo, vas-y. Hein. Ok, donc je peux balancer. Vers la fin du film, il essaye de faire un transfert Apocalypse avec Charles Xavier, qui a ses cheveux. Ouais. Pendant le transfert, Charles Xavier perd ses cheveux. Ouais. C'est-à-dire quoi? Apocalypse est condamné à être chauve toute sa vie. Il était pas déjà chauve? Je crois que c'est pour ça que Xavier perd ses cheveux finalement. Oui, mais ça c'est du fan service à donf quoi. C'est Charles Xavier il a des cheveux, mais dans la BD il est chauve depuis le tout premier épisode de Uncanny X-Men. Ah oui? Bon, ah ouais. Ah je sais pas. Ah ouais, depuis le tout premier, il est dans sa chaise roulante. Il a toujours été chauve. De toute façon, même dans les films, il y a des problèmes de timeline, rien qu'au niveau des cheveux de Charles Xavier finalement. Je veux dire, des fois tu le vois, il a pas de cheveux, des fois il en a. Des fois il est handicapé, puis en fait non. Voilà, c'était dans Days of Future Past. Un coup sur deux, il est handicapé. Le mec à la fin de First Class, il se prend une balle dans le dos, il est paralysé, et puis dans la première apparition dans First Class, salut, je gambade et tout. Ça avec des médocs. Ouais, un peu comme le fauve. Un peu comme le fauve, et c'est carrément pas le cas dans la BD. Ouais, le problème c'est les liens entre ces films. C'est vrai que c'est là où Marvel se démerde. Marvel, c'est aussi Marvel, je veux dire Disney et Marvel se démerdent évidemment mieux. Ils font vachement gaffe à ces connexions, alors que là c'est vrai que le pire c'est dans X-Men d'origine où tu vois Charles Xavier arriver chauve et debout. Ouais. Alors là, mais après éventuellement maintenant tu vois, genre tu te dis qu'il y a un problème. Ouais, mais à ce moment-là tu peux te dire il apparaît dans la tête de Wolverine. Mais pourquoi il apparaîtrait chauve? Et pourquoi il apparaîtrait debout? Ouais, c'est vrai. Pourquoi il apparaîtrait tout court ça? J'avoue parce que mine de rien, petite incohérence entre ces films, c'est que Wolverine qui voit Charles Xavier, on va dire dans sa tête, donc il connaît sa gueule, il connaît le personnage, et dans le premier X-Men, et vous êtes qui? Roulette? Il le connaît pas. À la limite le lien avec les premiers X-Men, bon, tu vois genre là sur le coup je laisse tomber une sorte de frontière. Ouais. Je pense que si on commence à les lier à ceux de Bryan Singer, on s'en sort pas possible. Et justement c'est Bryan Singer qui a fait celui-là. Ouais. Moi j'ai pas vraiment retrouvé la patte. Mais ça fait trop longtemps que je les ai pas vus pour en parler moi. J'ai trouvé qu'il y avait des... Je peux pas comparer, mais en tout cas je trouvais qu'il y avait des intelligences sur la mise en scène, quoi, sur les visuels. Ça, alors ouais, je suis entièrement d'accord. Des scènes d'action qui sont très bien filmées, avec des caméras très stables. Des plans qui sont... il y a des plans au tout début du film dans la pyramide où tu vois la lumière qui envahit la salle, tu te dis, ouais, quand même. Je vous avoue honnêtement, au début, j'ai un petit peu pensé à Stargate. Quand même, surtout lors du générique où tu vois. Mais je me suis dit, c'est bon, on y est. Alors par contre, le thème X-Men, je le kiffe toujours autant. Oh putain, le générique, voilà. Il était tellement ouf. J'avais envie de lever les bras, quoi. Moi j'ai encore un problème, je suis sûr que c'est la 3D. Hein. Tu sais, quand t'es dans le tunnel. Ah, t'as encore un problème. T'as des yeux qui sont pas comme les nôtres. Non, je te jure, c'est un mutant. Flou en fait, tu vois. Alors, non, bah ouais, mais non, c'est mutant régressif, c'est négatif. Moi, si ça peut te rassurer, moi ça m'a fait flou durant les 10-15 premières minutes. Hein. C'est ça, mais à chaque fois j'ai le problème avec la 3D, j'ai du mal à. Non, mais en fait, je pense que c'est juste les films qui font des mauvaises 3D, c'est tout. Effet que Captain America. Ouais. Justement, le tunnel, ça passe super vite avec. Enfin, c'est une sorte de. Ça manque de motion blur en fait. Le temps qui passe, tu vois, et t'as un effet un peu bizarre, ça. Vraiment, c'est la seconde technique vu qu'on est dans la 3D. On fait ça de temps en temps. Mais justement, je trouve ça assez intéressant que ça foire au moment où il y a de la 3D en fait. Alors que bon, bah, c'est là où c'est gérable techniquement. En fait, nous, on le sait. Je commence à me demander si c'est juste qu'ils n'arrivent pas à faire du motion blur en 3D. Parce qu'à chaque fois qu'on dit qu'il y a ce problème, c'est parce qu'il n'y a pas de motion blur. C'est juste ça en fait. Vrai que parce que si tu y penses un peu, tu dis comment tu fais du motion blur en 3D, comment tu le rends? C'est des barres de flou, enfin tu vois, enfin bref. Non, ouais, on va pas. Donc si on parlait des meilleurs personnages du film. Parce qu'on a déballé un petit peu sur les mauvais comme Angel et ceux qui sont pas développés, c'est une chose. Ouais, Tornade qui est à la base dans le comics, c'est une déesse. Enfin c'est pas une déesse, c'est une princesse. C'est une princesse. Ouais, dans la BD, c'est une princesse. Là-dedans, elle est arabe, quoi. Alors, c'est une princesse africaine. Je me rappelle honnêtement pas de quel pays elle est originaire. Je sais que dans la BD, à un moment, je sais pas si c'est toujours le cas, mais elle se marie avec d'ailleurs T'Challa, Black Panther. Ah bon? Ouais, elle devient reine. Le monde est petit. Elle devient reine du Wakanda et après Civil War dans la BD, ils prennent la tête en quelque sorte des 4 Fantastiques. Ouais. Après, je vais pas. Un neveu aussi normalement qui fait des épines avec son dos ou un truc dans le genre, je sais pas.
Alors, là, je connais pas tous les mutants X-Men. Là, c'est moi, je connais vraiment les principaux. Des épines avec son dos. Non, il fait des épines partout, il les balance dans tous les sens. Là, je sais pas comment il s'appelle. C'est Sonic. C'est Knuckles. Non, là, honnêtement, non, je sais pas. Mais moi, on est vraiment petits. Mais voilà, de voir Ororo qui est une princesse africaine et que là tu la vois, bah, c'est une voleuse quoi. Voleuse. C'est une chapardeuse et. Mais à la limite, ça me dérange pas tant que ça. Il y aurait pu avoir du background là-dessus finalement, tu vois. Genre, mais là, bon, elle suit le mec parce qu'il lui a sauvé la vie. Plus ou moins. Et moi, ce qui me dérange le plus, c'est la meuf au sabre laser là, enfin, qui avait l'assaut à la fin. Psylocke. Dans le genre. Tu te dis, elle suit les trois autres. On sait pas pourquoi. C'est vrai qu'elle n'a aucune motivation. Ouais. Genre, bon, ils en font en quatrième. Si, à la fin, elle fait la gueule. Bah, à la fin, elle boude. Elle fait la gueule et puis elle se barre. Vous êtes tous ensemble? Mais c'est ça, genre, alors tu te dis qu'elle aurait pu se lever avec les autres et dire ah ouais, il y a raison. Ah, ça craint quand même. C'est pareil, tu vois, Tornade, Storm, Ororo. La meuf, c'est la première à rejoindre Apocalypse. Et tout ça parce que dans sa maison, tu vois un poster de Mystique qui est son idole, et tu vois Apocalypse qui est en train de déglinguer Mystique, et là elle se dit j'ai peut-être choisi le mauvais camp au final. Tiens, je te balance des éclairs dans la gueule, Apocalypse. T'as compris le lien, moi j'avais pas compris. C'est plus justifié que la meuf au sabre laser quand même. Tu vois, oui, pour le coup, la meuf au sabre laser, ça c'était va. vraiment, il en faut en quatrième, vas-y. Ouais, c'est ça, alors qu'en plus. Bon, bah, maintenant l'équipe est finie, bon, elle se barre. Hein. C'est ça. My job here is done. Il y en a un qui est sous un avion, enfin il est entre un avion et une pyramide. T'as l'autre qui a retourné sa veste. T'en as deux qui retournent leur veste. Oui, mais Magneto c'est normal. Ouais. Il est trop court. En même temps, Magneto c'est prévisible. C'est prévisible, mais c'est justifié. Et encore une fois, c'est parce que le personnage il est développé depuis plus longtemps, on le connaît mieux, et puis on a concrètement eu plus de scènes avec lui pour comprendre ses motivations. Mais j'aime ce côté humain du personnage. C'est le mec il est présenté comme le bad guy des X-Men dans la BD, qui veut que les mutants dominent la planète, mais au final, à chaque fois, bon bah Charles, t'avais raison, hein. Allez vas-y, je vais me calmer quelques temps avant de refoutre mon bordel et voilà. Non mais ce pire c'est quoi vraiment en plus à la fin vraiment ça va bon je vous ai aidé, hein, j'ai soutenu mais allez ciao les gars. Pas vos idées. Voilà c'est ça. Finalement quand j'y repense, non parce que il s'agirait que je me fasse une motivation pour X-Men 1. Histoire d'essayer au moins. On verra plus tard. Mais ouais, donc on a parlé des personnages qui nous font chier. Moi j'adore Quicksilver. Mais grave. C'est le mec, il a eu sa scène dans Days of Future Past qui était l'une des meilleures scènes du film. Et là, le mec il nous refait la même, mais en mieux. En mieux. En 10 000 fois mieux. C'est tellement génial. Tu sais que ça commence la scène, la caméra s'arrête sur une abeille, un petit bourdon. Et là tu te demandes ce qui se passe. Non, si, moi, mais ouais. Si, j'ai compris quand l'abeille, je me suis dit, putain, il y a Quicksilver. Et là tu le vois avec son petit pain au lait. Tu vois la chaussure argentée. Ouais, c'est ça. Tu vois le costume, tu vois. La musique qui démarre. La musique, Sweet Dreams, toute la scène, c'est cette musique là et ça colle trop aux années 80. Bah d'ailleurs le film se déroule en 83. 80, et ça colle trop, tu vois. Voilà, le personnage cool et tout machin. Et tu vois, il sauve tout le monde et il en profite pour bien troller tout le monde aussi. Vraiment, il y a un mec, il veut choper une nana, il sort la langue comme ça, il le regarde comme ça, il fait... Oh, je crois pas, non. Balance en l'air. Il finit par même troller le chien qui essaie de piquer la pizza. Mais ouais, voilà. En plus, le pire, c'est que finalement, même le film le troll dans le sens où tu vois la tronche du chien genre 3-4 secondes. Qu'est-ce qui se passait? Tu vois en accéléré, le chien il a les babines comme ça. C'est tellement génial. Clairement la meilleure scène du film. Moi j'étais mort de rire tout du long et même après j'étais en mode oh putain c'est trop bien. Même le mec en dehors de cette scène là, Peter Evans je crois que c'est son nom. Ouais, qui joue dans la série American Horror Story. Ah mais c'est de là que je l'avais vu. Voilà, depuis la toute première saison, c'est un mec qui revient à chaque saison. Il interprète des personnages tellement différents de saison en saison et il est toujours excellent. C'est un acteur vraiment génial. Il est bon. Et même en dehors de cette scène-là, des fois il a des petites répliques qui font mouche et il est pas vide, c'est pas juste le personnage un peu drôle, il a une certaine profondeur par le fait qu'il est fils de Magneto et qu'il n'arrive pas à le dire. Ouais, je trouvais qu'il était pas assez développé dans Days of Future Past. C'est genre le mec qui va vite, tout ça, on se doute que Magneto c'est son père, là on a confirmation et en plus voilà il est vraiment
approfondir en termes de personnalité, de traits de caractère. Moi j'ai trouvé ça génial, franchement, big up quoi, Vif Argent, c'est Quicksilver, ouais. Très bien. Là moi j'ai kiffé. Alors est-ce que en tant que nouveau personnage, tu inclus les anciens mais dans la version jeune? À savoir Cyclope, Jean Grey. Oui, je les inclus dans les nouveaux personnages. Et du coup, ce trio de nouveaux personnages comme il y a quoi? Il y a Diablo, il y a Sansa. Sansa. Bah, dans Game of Thrones. Parce que c'est vrai qu'en plus, je ne regarde pas Game of Thrones. Oh putain. Elle fait exactement la même tronche sur certains trucs. T'es là, oh, pauvre Sansa. Regarde son royaume. Pauvre Sansa. Vous parlez de Jean Grey là? Oui. D'accord, ok. Donc il joue dans Game of Thrones. Ok. Putain, mais regarde Game of Thrones, mais qu'est-ce que tu fous là? Qu'est-ce que tu fais de ta vie? Ma copine regarde Game of Thrones. Moi honnêtement, hein, j'ai regardé le premier épisode il y a quelques temps. J'ai regardé, je me suis dit, ok, je m'en fous de savoir si le gosse à la fin qui tombe, il crève ou il survit. Je m'en bats les. Et je peux te dire un truc, je m'en battais les couilles aussi. On m'a dit, il faut attendre quelques épisodes pour que ça démarre. Ouais, mais tu vois. Et après, c'est inlâchable. Ouais, mais regarde. Ah si, moi j'ai lâché en vrai. T'as lâché? Merci. T'as lâché quand? Spoilers alert. Mort de Jon Snow. Il est pas mort? Oui, je sais. Non mais c'est bon, t'as assez d'espions là. Reprends. Non mais moi j'ai lâché parce que bon, j'en avais un peu ma claque. Non mais là c'est démentiel la nouvelle saison. À ce point-là. C'est génial. Mais juste... de X-Men. Attends, juste petit aparté, j'entends souvent dire ouais Game of Thrones faut faire plusieurs épisodes avant que ça démarre tout ça. Je suis désolé, Walking Dead, j'ai kiffé dès le début. Bon c'est à part la suite que j'ai lâché. Alors, tu vois, voilà. C'est pareil. Genre mais parce que j'ai la BD saison. Aussi. Ah ouais la BD a l'air vachement mieux. Je me suis arrêté il y a effectivement pas le même délire. Je me suis arrêté il y a 2-3 tomes et je suis déjà grave en avance sur la prochaine saison. Ouais. C'est enfin voilà, bref, fin de l'aparté. Bref. X-Men. Donc X-Men, pour conclure, dernier point. Du coup on n'a pas parlé des nouveaux anciens. Oui, alors Sansa. Très bonne. Jean Grey. Moi je l'ai trouvé très bien. Elle est développée là pour le coup. Elle est développée. Justement, moi je trouve que c'est comment dire. À la fin, elle fait le logo de l'Ef, mais bon. Non, de Grimm. C'est le Phénix. Oui, pardon. ça prévoit un prochain film, tu vois. Oui. X-Men 3. Ça prévoit un prochain film ou pas, parce que elle est possédée par le Phénix dans X-Men 3. Et justement, c'est ça que je trouve. Je vais pas parler d'incohérence parce qu'on est dans une timeline totalement différente de la première trilogie. Mais quand tu vois que dans X-Men 2, je crois, elle faisait trembler les murs de l'Institut Xavier et que tu avais Scott, il lui disait ouais, il y a quelques temps, tu avais du mal à faire bouger un stylo, tout ça, et que là, la nana, elle est toute jeunette et elle contrôle le pouvoir du Phénix. Elle est super puissante, elle fout branler à Apocalypse, clairement. Tu te dis, je sais pas, il y a quand même un... Elle apprivoise trop vite le pouvoir qui est en elle. Alors que dans X-Men 3, elle apprivoisait pas du tout. Bah, c'est vrai que un problème que tu viens de soulever, c'est que la meuf elle se relâche totalement et finalement ça s'arrête. Elle contrôle. Contrôle. Alors c'est assez intéressant sur le truc, mais tu peux être sûr que ils vont en faire un film de cette histoire. Mais alors, attends. Comment t'expliques que malgré le fait qu'il y ait autant d'incohérences, autant de personnages si peu développés, et autant de problèmes dans le film, parce que là on vient de passer quasiment 30 minutes à déballer tout. Déjà Quasiment, ouais. Ah ouais, non, ça passe très vite. Comment t'expliques que le film il est juste super? Parce que je pense que si tu relâches tout ça, le film se passe bien en soi. Et est-ce que c'est une bonne chose de lâcher tout ça? Parce qu'on parle souvent de... Est-ce qu'il faut débrancher son cerveau devant un film ou pas? J'ai pas dit débrancher son cerveau, j'ai dit oublier les autres X-Men. Oui, mais en même temps, d'accord, si on lâche tous les autres X-Men, ok. Mais on parlait quand même, dans le cadre du film, tel personnage n'est pas développé, tel personnage n'est pas développé, tel personnage n'est pas développé. En dépit du fait qu'il y a eu d'autres films ou pas là-dessus. Donc comment t'expliques qu'on ait pris notre pied autant comme ça? Parce que je pense que t'en as quand même 2-3 qui sont largement développés, dont Magneto par exemple. Donc en fait, le film il est sauvé par une brochette de personnages principaux qui sont tellement puissants et par une poignée de scènes soit d'action, soit humoristiques, soit d'émotion qui sont tellement fortes qui fait qu'on est prêt à outrepasser tous ces problèmes et à kiffer pleinement.
clairement, quand tu vois les problèmes de Magneto, t'as envie de lâcher ta petite larme quand même. Ouais, non mais ça c'est clair, mais moi là, le là truc t'oublies les timelines et les trucs dans le jeu. Ouais. moi j'ai pas kiffé pleinement. C'est ça le truc, c'est que voilà, moi j'ai trouvé qu'il y avait des longueurs dans le film, que voilà, où ils veulent nous emmener à un moment, ouais, Apocalypse, Striker, tout ça, machin, il y a du fan service à donf quoi. Bon, les cheveux de Xavier qui tombent, ça certes c'est un petit point, mais vous pouvez pas dire le contraire, il y a une apparition d'un personnage emblématique, pour ne pas le citer, quand il se retrouve chez Striker. Ouais. Schling, schling, schling. Oui, pardon. Dès le début, on se doute que c'est lui, et le mec, il est libéré, il défonce tout le monde, tous les gardes, et il se barre. C'est du fanservice. Pourquoi? Parce qu'un Wolverine sans un X-Men sans Wolverine n'est pas un X-Men. Je vais pas dire c'est pas un X-Men parce qu'il était pas dans First. Si, il faisait une petite apparition dans First Class. Ouais. Ouais. Allez vous faire enculer tous les deux. C'est ça. Voilà. Ouais. Mais encore voilà, c'était drôle. C'est plus un caméo qu'autre chose. Mais là voilà, enfin, on le voit avec ses griffes tout ça et ouais, pour moi j'ai trouvé ça dommage. J'étais content de le voir, mais en même temps je me suis dit fan de service quoi, c'est ça sert pas le film, ça rien quoi, je veux dire, il n'y avait pas besoin de Wolverine pour déglinguer tous les gardes, juste Cyclope avec son rayon optique, bim 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 et ça y est, c'est bon. Et ils sont trois, Cyclope, Diablo et Jean Grey. Jean Grey, est-ce qu'elle fait en sorte que les gardes ne les voient pas? Si, à un moment, ouais, elle oublie tout ça et on se cache, histoire de petit côté infiltration, tu vois. Non, vas-y, voilà. J'ai pensé à ça. Je crois que le moment où elle oublie, c'est au moment où Charles Xavier envoie le message à tout le monde. Ouais. Bah ouais, petite minute d'inattention, elle capte la radio. Moi, je veux bien dire que cette scène où ils sont emprisonnés et où ils doivent se libérer, c'est la scène la plus inutile du film. Bah, c'est la scène qui ralentit carrément la narration. Surtout qu'ils sont emprisonnés dans un truc anti-mutant, je sais pas quoi. Dans le complexe de l'arme X. Pardon. Mais, alors ils sont. C'était plus intéressant. Tu m'excuses. Ils sont emprisonnés parce que d'après eux Charles Xavier fout la merde, mais en même temps tu te dis pourquoi ils ont emprisonné ceux-là en particulier, pourquoi ils n'ont pas chopé juste un d'entre eux important, et pourquoi ils sont emprisonnés dans un truc anti-X-Men. Ça c'est expliqué en quelque sorte avec X-Men 2 et la fin de Days of Future Past, le colonel Striker. Oui, non mais d'accord. On sait depuis X-Men 2 que c'est lui qui a transformé Wolverine, qui lui a injecté de l'adamantium, qui l'a transformé en arme X. Et à la fin de Days of Future Past, je sais pas si vous vous rappelez, Striker récupère le corps de Wolverine dans le passé, inconscient, tout ça, machin. Ah mais oui, c'est vrai. C'est quasiment la dernière scène. Dans le but de l'emmener dans ce complexe et de le transformer parce qu'il décèle un potentiel énorme chez Wolverine, on peut le comprendre. Et là, tu te dis peut-être qu'il s'est renseigné au sujet des mutants et c'est pour ça il dit ouais, on va prendre Mystique, on va prendre Vif Argent, qui ça, le Fauve, Diablo, les trois là, et Quicksilver, c'était il y en a 4 et je me rappelle plus. La meuf de la CIA. Oui, moi. McNuggets. McTagger. Pardon. McTagger, ouais. Pareil, je me dis pourquoi elle porte la combinaison des X-Men quoi. Bah ouais. Voilà. Ah, tu m'embêtes, moi j'ai kiffé le film. Hein. Non mais alors on a oublié de compter un film en soi. Il y a celui. Ne parle pas de Wolverine Origins. Voilà. non, parle pas. Et non, ne le regarde pas. Non, sans déconner. C'est celui où il perd son immortalité, tout le bordel, toute la connerie. Il va pas au Japon? Oui, c'est ça. Ça, c'est le 2. Ah bon? Ouais, Wolverine Origins 2. On a oublié ceux-là, juste pour situer le bordel. Mais en même temps, un peu plus la merde. Mais ces deux-là ne servent tellement à rien. Le 2, alors. Honnêtement, ça sert à que dalle. Il perd son immortalité, finalement il la garde. Il perd pas son immortalité, il perd son adamantium. D'accord. Il y a le c'est le truc de Superman. Non, parce que dans la bande-annonce, ils disent ouais, un héros plus immortel, qu'est-ce que ça ouais, mais non, c'est des conneries. En fait, c'est le samouraï d'argent qui lui enlève son adamantium. C'est pour ça qu'il se retrouve avec ses griffes qu'il avait au tout début de Wolverine Origins, des griffes en os. Voilà, alors qu'en plus, dans la BD, c'est Magneto qui lui enlève son adamantium. Son adamantium, pardon. Enfin voilà, je peux pas m'empêcher de faire des liens avec la BD. Et voilà, c'est fan de comics, hein, on se refait pas.
Bon, bah, est-ce qu'on a fait le tour? Bah, on n'a pas parlé du message social. Non, mais bon... on en est à beaucoup de vidéos, beaucoup de temps de vidéos. De temps, ouais. Bah, alors, très rapidement, moi, je pense que X-Men, c'est mes films de super-héros préférés. Je peux pas dire comics parce que je les lis pas. Mais parce que je trouve que le message social de tous ces X-Men, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Ok, c'est un peu toujours le même, mais ils arrivent à chaque fois à trouver des angles d'attaque différents, avec, notamment avec ces 3 films. Je me rappelle pas assez de la première trilogie pour me prononcer là-dessus. Mais à chaque fois, il y a un nouveau problème, un nouveau personnage qui a un point de vue différent. Et là, dans Apocalypse, c'est le point de vue d'un gars qui se dit « Ok, je suis un mutant, du coup je suis un dieu. Et du coup, tous ceux qui sont pas des mutants sont des manants. » Et du coup, je trouve que c'est super intéressant dans notre société de parler de ce genre de choses, de parler de la différence qu'on a par rapport à un autre. X-Men, ça parle du sexisme, ça parle de l'homosexualité, ça parle de la puberté, quelque part. Tu peux transposer tous ces mutants à soit une autre classe sociale, soit un autre âge dans notre maturation à tous. Et du coup, à chaque fois, tous les X-Men, pour moi, ils parlent de ça et on s'identifie vachement. Et du coup, non seulement t'as ça, mais en plus t'as toute cette action, tout cet humour qui font que c'est vraiment un pur film. Mais surtout que là, ce qui est assez intéressant sur celui-là, c'est qu'on se retrouve plus dans la situation où ils sont contre l'humanité réellement, mais ils sont contre eux-mêmes finalement. Ouais. C'est là où c'est marrant. Ouais. Moi, ça change pas mal de d'habitude. D'habitude, c'est un scientifique fou qui veut tous les prendre pour en faire des armes, et puis, ou tout simplement la population qui a décidé qu'ils étaient pas bien, et donc voilà. Donc effectivement, dans celui à Cuba, là, t'as quand même First Class, ouais. T'as quand même ce délire de le chef mutant là. Magneto. Non. Kevin Bacon. Ah mais oui, machin, mais, ouais. Et là, on est dans une situation où on est carrément face à un mutant qui veut complètement éradiquer l'espèce humaine, point. Alors il ne peut pas juste faire ses petites affaires. Et c'est là où on se retrouve vraiment à mutant contre mutant. Il n'y a plus l'histoire, les humains ils sont là, ils se font péter la gueule. Il fait pas bon être humain quoi. T'as ce passage dans le laboratoire du scientifique fou encore, tu vois, mais limite celui-là on peut l'effacer quoi. Moi je l'ai pris, enfin j'ai plutôt, durant tout le film, j'ai plutôt considéré Apocalypse comme le gourou d'une secte. Oui, ça pourrait être ça. C'est je suis le premier mutant, j'ai des pouvoirs, parce que même à son époque, il y avait des mutants et il assimile leurs pouvoirs, tout ça. Oui. Et en gros, voilà, c'est peut-être pas forcément le gourou d'une secte, mais un mec qui se croit vraiment au-dessus de tout et qui est persuadé d'être... pas l'élu de la prophétie ou quoi que ce soit. Non mais oui. Mais surtout que c'est pas forcément le même problème que d'habitude. C'est un mutant qui est vénère contre les humains parce que il en a marre de se faire, Magneto, voilà. Et là on se retrouve dans la situation en fait non, on est plus dans un délire arien en fait. Ah oui, complètement. Donc, je suis super. Ouais. Ça change un peu la donne. Et pour autant on reste quand même dans la même problématique malgré tout. Voilà, toujours ces problématiques de différence, etc. Et ce qui fait que voilà, donc, toi t'as tes réticences. Moi je trouve le message social tellement... Enfin, je m'identifie tellement à ce message social et en plus de ça, il y a tellement d'humour et tellement d'action et tellement bien filmé que du coup, j'ai tendance à comment dire, pardonner tous ces problèmes qu'on a énumérés parce que vraiment, j'ai pris mon pied et je trouve que c'est quand même un divertissement relativement plus haut de gamme que si tu prends un truc comme Transformers ou Tortue Ninja, parce qu'il faut pas se leurrer, c'est pas parce qu'on en a pas vu depuis longtemps que ça existe pas et qu'on va pas les avoir cet été. Ça arrive ces conneries. Tortue Ninja dans pas longtemps. Un bon gros Tortue, je crois. Un truc comme ça. Moi j'avais pas trouvé dégueulasse le premier, hormis le design des tortues. Moi il y a des Super Transformers Shredder, carrément. Oui, non, ça effectivement. Ils ont eu un problème sur le shading. Ils ont eu un gros problème sur le shading. Moi j'avais fait une chronique sur les Tortues Ninja, j'ai énuméré effectivement les points négatifs. Ouais, Shredder carrément quoi, il ressemble à rien. J'ai pas retrouvé mon enfance dans Shredder quoi. C'est sûr. Shredder ça va être cool quoi, là il est chiant. Ouais, mais après tout l'aspect les tortues, genre on est des frères, tout ça, avec Raphaël qui un petit peu le plus badass de tous, tout ça. Il y a des problèmes dans le film. Moi j'ai pas trouvé dégueulasse, contrairement, on va parler aux 4 Fantastiques, film de super-héros, où là je suis sorti de la séance, je me suis dit putain si mes yeux pouvaient vomir, ils le feraient. Les 4 Fantastiques sont purement insultants.
c'est une insulte au film de super-héros, c'est une insulte aux comics. Non mais le pire c'est qu'il y a un héros qui est censé être classe dans les 4 Fantastiques. La Torche humaine. C'est le seul. Mais oui, non mais ouais, attends, on parle des 4 Fantastiques de... le nouveau là. Tu sais, le dernier qui est sorti au mois fin août ou au mois de septembre l'année dernière. Non, mais parce que moi justement, celui avec le surfeur d'argent m'a tellement dégoûté en fait que je me suis dit que j'allais plus voir les 4 Fantastiques. Moi j'ai trouvé que visuellement il était pas mal fait. Mais après, c'est pas le problème du visuel, le problème c'est que le surfeur d'argent, il est censé avoir un petit peu de background derrière. Mais il y a un petit peu, il y a un background de ouf sur le surfeur d'argent. Tu peux faire une trilogie sur le surfeur d'argent. Le surfeur d'argent, il se gratte, il se fait de la thune. C'est dans les nuls. Hein. Oh merde. Van de merde. Bah bref. Ma conclusion à moi, conclusion parce que là ça commence à faire beaucoup. Je pense qu'on a quand même pas mal élagué. Donc moi je le recommande, j'ai pris mon pied, j'adore le message social, j'adore les X-Men. Pour moi c'est le meilleur des 3, voire enfin même de tous. Ta conclusion à toi? Ma conclusion, alors je partais sur un gros nom. J'ai l'impression que tu étais très sceptique. Je partais sur un gros nom par rapport à ce que j'ai pu voir dans la bande-annonce. Au final, je me suis pas fait chier comme pour les 4 Fantastiques. Il m'a marqué ce film. Ouais. Ouais, ça reste là en travers. J'ai ouais, je vais le dire, j'ai passé un moment agréable. J'ai trouvé qu'il y avait des longueurs. Voilà, qu'il y avait des longueurs, qu'il y a des plans qui sont super beaux. Il y a des incohérences. Forcément, il y a des incohérences. Au début, quand on va spoiler, hein, mais quand au début ils sont en train de, il m'a dit on spoil, moi je spoil. Vas-y. Quand ils défoncent les les colonnes qui retiennent des putains de grosses briques qui vont direct taper les fondations de la pyramide. Bah oui, forcément, tu crées une ouverture sur les fondations de la pyramide pour que la pyramide puisse se déglinguer. Évidemment, t'as jamais fait d'architecture. Mais non, mais enfin voilà, ça c'est un truc qui m'a choqué. Pareil quand. Mais ça va. Attends. Autre point, quand t'as Xavier qui se rend compte, ah mais oui, mais je suis connecté avec Apocalypse, on peut se faire un fight mental, et là tout d'un coup... Le câble Link, ton gars. Attends, Jean Grey, aide-moi. Jean Grey, elle n'est pas connectée à Apocalypse, elle se retrouve dans le combat mental entre les deux. What the fuck? Comment c'est possible? Ouais, c'est Phoenix, mais... Voilà. Enfin voilà, moi ça m'a dérangé. Quand t'es sur Steam... N'importe qui peut joiner ta partie. Ouais, c'est plus le câble Link là. Alors attends, en 83 Steam ça n'existait pas. Ah merde. Mais enfin voilà. Tué. Pour finir, ouais, j'ai passé un moment agréable. J'ai trouvé du positif pour certains personnages, Quicksilver. J'ai trouvé du négatif pour d'autres personnages. Je regrette le manque de profondeur de certains. Scénaristiquement parlant, je vais pas en parler parce que ça rejoint pas du tout la saga en comics qui date d'il y a 20 ans et qui est de toute façon impossible à faire en film. De la même façon que Civil War, tu sais, c'est des adaptations en fin de compte. Civil War était plus une adaptation du comics à petite échelle. À petite échelle, voilà, vu le nombre de personnages. L'ère d'Apocalypse, pardon, tu peux pas retranscrire ça sur grand écran. X-Men, ils sont déjà encastrés dans un gros bordel à la base, tu vois, genre dès le départ. Mais je me disais justement, avec toutes les timelines, tout ça, parce que l'ère d'Apocalypse, putain, merde, je vais y arriver. L'ère d'Apocalypse, en fait, c'est une réalité parallèle. Suite à un voyage dans le temps, le fils, je fais un bref récapitulatif, le fils de Charles Xavier dans le futur, Légion, revient dans le passé, provoque un incident qui change toute la réalité et qui fait que Apocalypse est à la tête du monde. Les mutants sont les... D'accord, donc ça a effectivement rien à voir. Ça n'a rien à voir. Et t'as Charles Xavier qui est mort dans cette réalité virtuelle. Et t'as Magneto qui est à la tête des X-Men. Ah putain. Ah ouais, carrément, Magneto devient gentil, il adhère aux idées de Charles Xavier. Et il est à la tête des X-Men. Et ils vont se fighter contre Apocalypse et ses 4 cavaliers et tout ça. Donc c'est impossible à faire en film. Impossible. Donc sachant cela, c'est une adaptation ou tout du moins une relecture si on va plus loin. Et en tant que relecture, est-ce que ça se vaut? Moi je ne le prendrais pas comme une relecture. Je me dis, ils ont pris le personnage d'Apocalypse qui est quand même un mutant super badass dans les comics. Fallait un nouveau méchant.
et ils ont pris Apocalypse dégueulasse, soit dit en passant, et dans le film, hein, et voilà, et ils ont créé toute une nouvelle histoire. Mais je me dis quand même que par rapport aux différentes timelines qui ont été créées dans les précédents X-Men, il y avait moyen de se rapprocher un petit peu plus du comics. Bref, j'ai bien aimé, je retournerai pas le voir au ciné, je l'achèterai peut-être pas en DVD non plus, mais voilà, Quicksilver il est tellement génial, mais j'ai bien aimé, on propose de le regarder, ouais je le regarde, voilà, c'est pas comme les 4 Fantastiques où là je dis non, tu dis non, ou même Batman vs Superman. Bah attention, Ah ouais, attention. Ok, un autre débat, voilà, conclu. Bah moi personnellement, j'ai bien aimé en vrai. Le problème de Thailand m'a pas tant que ça dérangé, et cette histoire avec Apocalypse, bah finalement je la trouve pas si dérangeante dans le sens où le message en soi est cohérent en fait, tu vois, genre cette idée de mutants contre mutants et une autre version de la vision des mutants contre les humains fait que bah Apocalypse reste intéressant dans cette histoire-là. Je suis d'accord avec toi. Et c'est pour ça que moi personnellement, ça m'a absolument pas dérangé de voir effectivement 2-3 grosses incohérences sur certains trucs. Voilà, enfin je veux dire, moi j'ai bien aimé perso. Bon gros divertissement blockbuster. En plus, j'aime beaucoup Magneto. Il est vachement présent. Ça aide. On a bien sa petite histoire bien triste encore une fois. Il est toujours comme ça. Ah, Gash Kumun, hein. Mais Magneto, on se croirait dans Plus belle la vie. C'est ouf. C'est pire que John McClane, lui. Et ouais, mais voilà. Bon, voilà, c'était notre critique de comptoir avec premier guest. Très chronique. Allez voir ces vidéos, c'est cool. Et puis à bientôt. Tchuss. Salut.